Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live consacré aux écoles de commerce en alternance, 5 années pour optimiser ces paramètres de recrutement. Pour répondre aux questions de la rédaction et les questions que vous nous avez posées, nous recevons ce soir Jean-Philippe Pruch, qui est directeur de l'ESCG Paris. Oui, bonsoir. Jean-Philippe Pruch, pardon, merci d'être présent et de bien vouloir répondre aux questions. Merci à vous de m'accueillir. Alors, première question, qui n'a pas forcément été posée par les internautes, mais que je vous pose. Comment se situe l'ESCG dans la galaxie des grandes écoles de commerce ? Qui sont nombreuses. Qui sont très nombreuses, effectivement, sur des schémas un peu différents. L'ESCG est peut-être un peu atypique, puisque nous intégrons complètement l'alternance, c'est-à-dire que nous partons de l'alternance case départ, pas de filière alternance en première, deuxième année, de l'initiale, et ensuite on progresse dans l'alternance, ce qui est relativement atypique sur certaines écoles. Plus l'étudiant grimpe dans sa scolarité, plus il passe de temps en entreprise. Donc c'est la construction de son projet professionnel à partir de 0, la sortie du bac, jusqu'à bac plus 5, où il est 4 jours sur 5 en entreprise. Donc ça, c'est la grande originalité de l'ESCG, ce parcours qui est essentiellement construit sur l'alternance. La deuxième originalité, c'est que le parcours n'est pas spécialisé avant la fin de la 4e année. On reste sur un parcours généraliste, large, de la première à la 4e année, et l'étudiant opte pour une spécialisation en 5e année. Alors, on reviendra un petit peu sur le programme en détail de l'ESCG, mais beaucoup des questions qui ont été posées avant ce live tournent autour de la capacité de l'ESCG, évidemment, à proposer des entreprises. Donc, quels sont les partenaires entreprises en alternance que l'ESCG peut proposer ? Alors, on a un panel extrêmement large, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on fait de l'alternance. Quand je suis arrivé à l'ESCG en 92, on était déjà sur des rythmes alternance qui sont identiques à ceux d'aujourd'hui. Donc on travaille aussi bien avec des grandes banques, comme la Société Générale, HSBC, la grande distribution, Orange, SNCF, des petites structures moins connues, des PME, Email Vision, ça ne dit pas grand-chose aux internautes, j'imagine. Bon, on a un panel extrêmement large dans tous les domaines, pas uniquement ciblé en comptabilité ou en gestion, on a tous les métiers qui sont représentés notamment par nos spécialisations. Alors, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on s'inscrit chez vous, qu'on présente un dossier, on a la presque certitude d'avoir la possibilité d'avoir une entreprise en alternance ? Alors la question m'est souvent posée lors des réunions d'information. Je dis tout le contraire, il n'y a pas de certitude. Ça dépend bien sûr aussi du fonctionnement de l'étudiant, de ce qu'il recherche. Est-ce que c'est en adéquation avec son profil ? Quelquefois, on a des schémas un peu particuliers. On a un process qui est bien rodé, avec une véritable équipe de chargés de placement. Il y a 7 personnes dédiées uniquement au placement. Ils ne s'occupent ni des bulletins de notes, ni des emplois du temps. C'est le placement et le suivi en entreprise. Et ils font ça à longueur d'année. On a 2 questions de Pierre, justement, à ce sujet, qui est le sujet central, finalement, le recrutement en alternance, ou un des sujets centraux. Oui, tout à fait. D'abord, est-ce qu'on choisit son entreprise ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a le choix entre plusieurs entreprises, un peu comme un entretien de recrutement ? Et est-ce que le process s'apparente aussi à un process de recrutement de la part des entreprises ? Alors le process s'apparente totalement à un process de recrutement, surtout à bac 5. Plus l'étudiant monte dans sa scolarité, plus le degré d'exigence de l'entreprise va être fort. Après la certitude, il n'y a pas de certitude. Ça dépend à quel moment l'étudiant entame ses recherches. L'étudiant qui démarre, qui s'est inscrit au mois de mars, est déjà placé aujourd'hui pour la rentrée prochaine. Celui qui va prendre 3 mois de vacances et qui va arriver au mois d'octobre, il va forcément avoir beaucoup plus de difficultés. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du cursus. Oui. Plusieurs questions sur les niveaux d'admission. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment s'organise le cursus de l'ESCG ? Alors, le cursus de l'ESCG, en termes d'admission ou la structure même du cursus ? Alors, comment ça se passe ? Non pas en termes d'admission, mais comment ça se passe en termes de progression ? Qu'enseigne-t-on en première année ? Est-ce qu'il y a un bachelor en 3 ans ? On est sur le système LMD, effectivement. Bachelor, master, 3 à 5. Chaque année est divisée sur un système classique, semestre, contrôle continu, exposé, partiel. Une des pièces qui est importante, c'est le mémoire, la traduction de l'activité de l'étudiant en entreprise, qui vaut 15 crédits pour chacune des années, c'est-à-dire un quart de la validation finale. Donc ce n'est pas simplement un petit travail qu'on trouve pour payer sa scolarité, c'est un emploi qu'on doit valoriser au travers d'une soutenance. Bac 3, toujours sur un cursus généraliste. Après, il y a différentes options, notamment il y a une filière spécialisée dans le diplôme d'État DCG,
une filière spécialisée dans une filière internationale, à la fois en alternance et en initiale. Alors, est-ce que l'ESCG est une école qui se fait en 5 ans, c'est-à-dire on rentre après la terminale pour un cursus en 5 ans, ou alors est-ce qu'on fait d'abord un bachelor finalement en 3 ans, et puis ensuite, on poursuit? On a différents publics. On a des publics qui rentrent en première année, qui vont jusqu'à la 5e année. D'autres qui, à l'issue du bac 2, puisque le bac 2 ne figure plus dans la nomenclature LMD, font une 3e année, ne savent pas véritablement s'ils vont poursuivre ou pas pendant toute leur 3e année. Une fois qu'ils ont passé le cap du bachelor, ils font 4 et 5. Question d'Antoine, puisque vous avez indiqué qu'il y a plusieurs années en alternance, est-ce que c'est la même entreprise? Est-ce qu'on change d'entreprise tous les ans? Voilà, comment ça se passe si on veut faire tout son cursus en alternance? Il s'agit de valoriser ses compétences. Donc rester dans la même entreprise pour faire la même chose, ça ne sert à rien. Si à bac 5, on fait ce qu'on sait faire avec un bac 2, autant rentrer sur le marché de l'emploi tout de suite. Après, on peut rester dans la même entreprise, mais changer de mission et prendre plus de responsabilités si l'entreprise le permet, ou alors il faut changer d'entreprise. Alors, autre question, est-ce qu'il peut arriver qu'on démarre en alternance et puis qu'ensuite, l'année suivante, on ne trouve pas d'entreprise? Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est des cas qui peuvent se produire? Ça se produit. Ça se produit, notamment aujourd'hui, dans le contexte de crise, le degré d'exigence en termes de plaçabilité pour l'entreprise, à bac 5, si les expériences sont trop fragiles à bac 3, bac 4, ça peut freiner. Si l'étudiant arrive au mois de novembre, il n'y a plus d'offres. Nos rentrées de 5e année sont en novembre. Alors, chaque école a son système. À partir du moment où l'étudiant est inscrit, il intègre, il suit les cours, il est sur les feuilles d'appel, on transmet les absences. On a une flexibilité en termes de placement. On sait que le marché reprend en janvier-février. Nous faisons aussi des rentrées de février et on place encore des gens en février. Donc après, le déport pour la validation du cursus pédagogique se fait normalement avec toute la promotion. Il peut se poser la problématique du mémoire qui est lié à l'activité entreprise, qui à ce moment-là est déportée, non pas en septembre, mais en décembre. Question de Lily, comment se passe le rythme de l'alternance et est-ce que vous pourriez expliquer concrètement comment ça se passe dans l'entreprise? Parce que c'est vrai que quand on est en terminale, l'alternance, on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que concrètement, ça se passe comment? Oui, alors ça se passe comment? Bon, déjà en première année, on ne fait pas d'alternance. Donc, en démarrant l'alternance, on est sur des rythmes de 3 jours tous les 15 jours. En 3e année, lundi, mardi, mercredi, tous les 15 jours. L'équilibre est difficile à trouver pour des gens qui n'ont pas une connaissance de l'alternance, qui ne l'ont pas pratiqué, pour trouver l'équilibre entre la partie scolaire et la partie alternance. La grande majorité d'élèves de terminale, on va dire 80%, rêvent tout de suite à de l'alternance dès la première année. Certains peuvent le faire, d'autres pas. Après, l'équilibre, c'est de ne pas prendre de retard. Les journées d'alternance, c'est 8 heures en entreprise, plus parfois les heures sup, plus le temps de transport. On arrive à la maison à 20 heures, fatigué, on n'a pas envie de travailler et d'ouvrir un bouquin. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut démarrer le plus tôt possible et trouver ses points de repère tout de suite. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être préciser effectivement que l'alternance, c'est un paramètre très important pour le recrutement. Oui. Ça n'est pas qu'un moyen de financer ses études. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités en entreprise. Ce n'est pas un stage. Ce n'est pas un stage. C'est pour ça qu'il y a des écoles qui font des rythmes alternés, mais la partie alternance entreprise sert soit à gagner des sous, soit à payer sa scolarité. Bien sûr que ça peut financer la scolarité, bien sûr que ça apporte un peu d'argent, mais l'essentiel, c'est quand même la mission, et ce n'est pas quelque chose à côté, c'est vraiment complètement intégré dans le cursus, avec des responsabilités, des engagements, et l'entreprise a un degré d'exigence élevé, et ce n'est pas simplement observer ce qui se passe en entreprise. Et il faut être opérationnel tout de suite. Pas à la fin de l'année d'études. Ah, donc on a des vraies responsabilités, et en plus, il faut réussir ses études. Et en plus, il faut réussir. Voilà, il faut réussir les deux. On marche sur 2 jambes, il faut réussir les deux. Et c'est un rythme assez soutenu en termes d'études? Très soutenu. On voit notamment en 5e année, de façon spontanée de la part de l'étudiant, qui à partir du mois de mars-avril va se préoccuper de son emploi, il va lui-même se surinvestir en entreprise pour décrocher le CDI. Alors, concrètement, dans l'entreprise, il y a un tuteur, on a un suivi de l'école, ça se passe comment? Alors il y a trois niveaux. Il y a un tuteur dans l'entreprise, bien évidemment, il est disponible, il n'est pas disponible. Il y a un tuteur école, le chargé de placement, qui a placé le jeune dans l'entreprise, qui va le suivre. Et par rapport au mémoire, il y a un tuteur mémoire, qui a des rendez-vous individuels avec l'étudiant, qui valide sa problématique, et qui prend contact avec l'entreprise si nécessaire.
Alors, on va rassurer Marine qui a dû zapper peut-être un petit moment et qui lui dit, moi je suis en terminale et je n'ai pas forcément envie de faire de l'alternance tout de suite. Mais on rappelle qu'en première et en deuxième année, il n'y a pas d'alternance, seulement on suit une scolarité classique. D'une école. À temps plein. Autre question qui est posée, l'international. Oui. C'est une des problématiques de l'alternance, c'est que ça ne peut pas forcément se faire international. Aujourd'hui, l'international occupe une place importante dans les cursus, dans les recrutements. Oui. Comment vous faites pour concilier l'international et l'alternance? Alors en 5e année, on a une filière effectivement management du développement international qui se passe uniquement en alternance, mais forcément en France, peut-être avec des déplacements à l'étranger. La filière verticale qui démarre dès la 2e année en initiale, c'est 50% de cours en anglais. 3e année, il y a 2 options, soit l'initiale, soit faire 3 mois avec notre partenaire, l'école de commerce de Dublin, cours en anglais, et ensuite une alternance à partir de janvier, donc sur des rythmes un peu décalés. En 4e année, il y a forcément il y a une filière initiale 6 mois, un semestre temps plein, et 6 mois en entreprise à l'étranger. On a actuellement des étudiants qui sont à New York, à Moscou, en Australie, en Allemagne. Jeanne vous demande si, ayant fait une longue période en alternance, on a des chances d'être recruté en CDI. Et si je reformule la question finalement, est-ce que vous avez un bon taux de placement, voire peut-être un taux de placement à la sortie des études qui peut être supérieur à des écoles de commerce classiques qui sont en formation initiale? Alors effectivement, tout dépend comment on mesure le taux de placement. L'étudiant qui sort, qui cherche, ou l'étudiant qui est placé avant. On a des étudiants dont le contrat d'apprentissage, de professionnalisation a été rompu en cours d'année pour signer le CDI, qui sont actuellement chez nous en CDI temps partiel. Donc ils ont leur contrat de travail avant même de soutenir en septembre. Après, l'étudiant qui s'en préoccupe après les résultats qui tombent en octobre, et s'il doit aller à la repêche en décembre et qui commence à réfléchir en janvier-février pour une recherche d'emploi, forcément, c'est un peu plus long. On nous demande si vous pouvez repréciser quels sont les différents niveaux d'admission dans votre école, parce qu'on a beaucoup parlé du niveau d'admission après bac, oui. Donc après terminale, mais il y a d'autres niveaux d'admission. Il y a tous les niveaux d'admission en admission parallèle, notamment après bac 2. Alors la procédure d'admission, c'est le dossier scolaire, les tests et un entretien de plaçabilité directement avec le chargé de placement le même jour pour mesurer la plaçabilité de l'étudiant en entreprise. Est-ce que vous privilégiez des profils d'admission parallèle, des bac plus 2? Est-ce que vous privilégiez des BTS, des DUT, des filières universitaires? Il y a forcément certaines filières qui sont plus adaptées au cursus. On a une problématique notamment pour les admissions parallèles à bac 5, où des candidats qui sortent d'un cursus universitaire avec un bon niveau conceptuel, d'excellents résultats au test écrit, mais qui, ne bénéficiant pas d'une expérience professionnelle, ne peuvent pas être placés et qu'on est obligé de refuser à ce niveau-là. Alors, vous avez parlé des masters, des admissions qui se font effectivement au-delà du bac plus 2, plus 3. Oui. Vous avez combien de masters et est-ce qu'ils ont des spécialisations? Alors, on a 6 masters aujourd'hui à l'ESCG. Chacun représente une spécialisation. Vous pouvez nous citer rapidement ces spécialisations? E-business, management des marques, management du développement international, négociation d'affaires, ressources humaines, marketing et management des services. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai oublié forcément une. Non, c'est pas grave. Contrôle de gestion, audit financier. Voilà. Tous ces masters se font en alternance. Oui. Ce qui veut donc dire forte présence évidemment dans l'entreprise, mais aussi forte adéquation avec les contenus des cours qui sont faits vraiment en partenariat avec les entreprises du secteur. Oui, et le mémoire de spécialisation en 5e année doit comporter une problématique dans le domaine de spécialisation. On ne peut pas présenter un mémoire avec une problématique en marketing si on fait la filière contrôle de gestion audit financier, bien sûr. Alors pour faire ce master, vous recrutez des étudiants de quel niveau? Certains rentrent après la licence, faire M1, M2 chez nous. Certains viennent directement avec le M1, voire avec un M2 déjà validé. Et là, procédure de recrutement ou procédure de sélection? Étude de cas, dossier, étude de cas, entretien de plaçabilité. Rythme d'alternance, 4 jours sur 5 en entreprise. Et l'entretien de plaçabilité, ça va donc pour être déterminé quoi? Les capacités d'adaptation de l'étudiant dans le monde de l'entreprise? Non. Qu'est-ce que vous avez essayé de déterminer dans cet entretien de plaçabilité? Secteur d'activité, type de poste et de mission. Un étudiant, samedi dernier, nous avons fait comme tous les samedis après-midi des sessions d'admission. On a 2 étudiants qui viennent avec un Master 2 universitaire, 17 à l'étude de cas,
aucune expérience en compta et elles veulent faire du contrôle de gestion. Ça coince, ça bloque. Sur vos 6 spécialisations, est-ce qu'il y a des spécialisations qui sont en vogue? C'est-à-dire là, vous voyez qu'il y a un besoin de recrutement des entreprises qui cherchent des profils du type de ceux que vous formez. Est-ce que vous voyez un engouement spécifique sur quelques-unes des spécialisations? Oui, commercial, bien sûr, toujours. Ça, c'est du classique. Ça, c'est du classique. Voilà. Mais hélas, sous-estimé, malheureusement. Sous-estimé, parce que les étudiants ne veulent pas aller vers du commercial. Plutôt marketing. Ils veulent tous faire du marketing. Mais est-ce qu'il y a encore des postes en marketing aujourd'hui? Contrôle de gestion dit financier, tout ce qui est finance. RH, on a plutôt été agréablement surpris par le taux de placement de l'année dernière. Il y a du monde sur le marché, mais il y a du recrutement. On a une question qui revient au mode de financement. On rappelle que l'alternance est un mode de financement, même si ce n'est pas l'essentiel finalement dont il faut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes? On a Marie qui me dit ouais, je suis boursière. Est-ce qu'il y a des aides particulières dans mon cas de figure? Alors dans le cursus ESCG, comme on a une typologie alternance, l'étudiant perd sa bourse quand il rentre chez nous. On a mis un dossier de commission sociale en interne qui prend en place en compte les mêmes critères que les critères de bourse. Déclaration des revenus, situation familiale. Il y a des solutions financières qui existent, il faut les trouver. C'est parfois compliqué. On ne peut pas rentrer dans le même schéma pour tous les étudiants, mais il y a différentes mesures qui sont exploitables pour financer, si l'étudiant est placé, bien évidemment. On a une question d'Antoine qui revient sur notre début de conversation au sujet de comment l'ESCG se situe dans le monde des grandes écoles. Et il vous demande, dans ce monde normé des grandes écoles, où il y a des accréditations, des labels, des statuts, des visas, des grades, voilà, comment vous vous situez dans cette galaxie, dans cette... On est encore une fois peut-être un peu atypique. Du fait qu'on a fait de l'alternance depuis toujours, on ne s'est peut-être pas préoccupé de déposer nos dossiers en certification RNCP. Les dossiers sont déposés. On devrait avoir prochainement de bonnes nouvelles, ce qui permet de rassurer l'étudiant. Mais ce n'est pas le grade, on le voit bien, les étudiants qui viennent chez nous avec un Master 2 validé, estampillé, éducation nationale, diplôme d'État, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous? Enfin, chez nous, des écoles de notre type, ce n'est pas forcément pour le cursus, c'est pour la plaçabilité, l'expérience. Tout à fait. Parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Et là-dessus, vous êtes formé avec l'alternance, c'est vraiment un grand plus. Aujourd'hui, je crois que c'est quasi incontournable. Est-ce que les entreprises qui prennent des alternants chez vous, et on va penser notamment à ceux qui sont en fin de cursus, est-ce que c'est du pré-recrutement? Est-ce qu'ils restent sur l'entreprise? Est-ce que c'est une pratique On a différents profils d'entreprises. Il y a des très grosses structures qui annoncent la couleur d'entrée de jeu en disant nous, on va jouer notre rôle d'entreprise citoyenne, on va accompagner l'étudiant, on va le former, on va s'investir, mais il n'y a pas de perspective d'embauche. Les PME ont peu de visibilité de nos jours, donc elles ne préfèrent pas s'engager forcément au début, et c'est en fonction du candidat. Moi, j'ai rarement vu une entreprise ne pas prendre quelqu'un qui fonctionnait très bien dans l'entreprise, bien sûr. Maxence vous demande si l'international, puisque vous avez parlé d'international, vous avez expliqué ce que vous faisiez, vous demande si l'international, ça représente vraiment une part importante à l'ESCG, ou si c'est une chose que vous faites parce que finalement il y a une demande et qu'il faut y répondre. Est-ce que c'est dans l'ADN de l'ESCG international? Non, c'est dans mon ADN. De formation, je suis prof d'anglais. J'y tiens beaucoup. C'est vrai que c'est très compliqué à gérer, du fait du niveau de langue des étudiants aussi. Les étudiants qui viennent, qui postulent à une filière internationale, ils viennent pour apprendre l'anglais. Ils ne peuvent pas prétendre avoir un emploi, un stage dans un pays étranger s'ils ne parlent pas la langue. Est-ce que vous leur demandez un niveau d'anglais? Oui. Est-ce que vous leur proposez une remise à niveau? On propose plein de choses. Alors, on parle du TOEIC, je crois que la plupart des étudiants connaissent le TOEIC. On a des plateformes d'apprentissage. Mais quelquefois, ça date de loin. Mais ça, c'est un débat, je pourrais tenir 2 heures sur le... C'est vraiment une discipline que je connais bien, que j'ai enseignée. Et il faut aujourd'hui, l'outil n'est plus une discipline, l'anglais, pardon, n'est plus une discipline scolaire. C'est incontournable, quel que soit l'emploi, même si ce n'est pas à l'international. Faire du contrôle de gestion dans une grande structure, on va lui demander un certain niveau d'anglais. Oui, mais rassurons peut-être les terminales qui nous écoutent, l'anglais n'est pas éliminatoire à vos entretiens de sélection. Non. Après, ils ont la première année, la deuxième année, pour progresser. Qu'est-ce que vous allez demander à un terminal qui va déposer un dossier chez vous? Et j'en profite d'ailleurs pour rajouter une question. Oui. On vous demande, mais est-ce que vous inscrivez encore, puisque APB est clos depuis mars? APB est clos, mais les étudiants n'ont pas décidé encore. D'abord, c'est clos, ils n'ont pas les retours. Comment ils ont géré APB? On s'aperçoit malheureusement aujourd'hui que beaucoup d'étudiants sont retenus parfois sur leur dernier choix. Ils le savent le 7 juillet.
ils partent quand même en vacances, mais ils changent d'avis en septembre. Donc je ne sais pas si la fonction, enfin le rôle d'APB remplit complètement sa fonction aujourd'hui. On peut s'inscrire chez vous jusqu'à quand? Les filières initiales, il y a un peu plus de souplesse. L'alternance, l'enjeu, ce n'est pas l'inscription, c'est est-ce que je trouve l'entreprise. Toutes les réunions qu'on fait actuellement, on pousse les étudiants, et les pires, ce sont les étudiants qui sont en BTS. Ce n'est pas un reproche que je leur fais personnellement, mais c'est le système. Ils sont prisonniers du système éducation nationale, avec une pression de leurs profs et d'examen, jusqu'à ces jours-ci. Ils vont attendre les résultats début juillet, et au mieux, ils vont commencer à chercher l'entreprise le 14 juillet. Ce qui est un petit peu tard, peut-être. Ce qui est un peu tard. Paris est en train de se vider. Donc, ça, c'est les plus sérieux. Donc, le conseil des BTS qui nous écouterait, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant. Maintenant, on a encore 4-5 semaines. Là, il y a des postes. Il y a beaucoup plus de postes que de candidats. En septembre, c'est inversé. Pour revenir à la question initiale, nous parlions des terminales. Le niveau d'anglais n'est pas éliminatoire. Non, ce n'est pas éliminatoire. C'est un profil général avec un équilibre culture générale, anglais. En fonction de son origine, on ne fait pas des tests où ce n'est pas un concours sélectif sur la note du test, c'est la cohérence entre son parcours et les résultats au test. Et sa motivation. Dossier scolaire, on regarde les notes, enfin vous regardez les notes? Oui. Quelquefois c'est lisible, quand l'établissement fournit un comparatif entre les moyennes de l'étudiant et les moyennes de la classe, ça permet de situer l'étudiant. Il y a certains bulletins qui sont un peu moins lisibles. Enfin, votre objectif n'est pas forcément de prendre des premiers de classe, ou que des premiers de classe? Non. En général, les premiers de classe, ils essayent plutôt de faire des prépas. Après, certains sont faits pour les prépas ou pas. Toujours sur l'international, parce que vous avez dit qu'effectivement, il y avait des possibilités. Est-ce que vous avez des accords spécifiques avec des établissements étrangers? À ce jour, on a un accord avec l'école de commerce de Dublin. On avait un accord il y a quelques années avec l'Université de Floride qui n'a plus cours faute de combattants. C'est-à-dire que l'accord, on peut effectivement le réactiver, mais dans une vraie logique de MBA. Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup des MBA, mais le MBA américain n'est pas dans la même logique. Donc c'est plutôt faute de combattants, c'est vrai qu'il y a des frais. Et quand l'étudiant arrive en fin de cursus alternance Bac 5, en général, il rentre sur le marché du travail et il ne repart pas pour faire un MBA. Question d'Alice qui connaît bien le mécanisme des écoles de commerce, qui vous demande, est-ce que vous avez un réseau d'anciens structurés et actifs? Puisque c'est vrai qu'un des atouts de l'école de commerce, alors alternance, ou pas. Proposer une entreprise, mais est-ce que vous avez un réseau d'anciens qui permet de tisser des relations, de progresser, de trouver des opportunités? On a un réseau, dire qu'il est actif à 100%, non, mais on a un réseau, on a des anciens qui interviennent régulièrement lors des sessions de recrutement ou qui rencontrent nos étudiants. Autre question, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Vous avez cité tout à l'heure quelques entreprises, peut-être pourriez-vous pas forcément Saga, mais d'autres, des exemples d'entreprises qui recrutent chez vous. Et on vous demande plutôt sur quel type de profil, puisque les entreprises ont des besoins qui sont différents finalement. Bien sûr. Donc déjà, ça dépend des métiers. Si on prend les 6 spécialisations, on ne va pas occuper le même poste ou le même type de métier. Contrôle de gestion, audit financier, on a des paramètres objectifs de recrutement de compétences techniques, maîtrise d'Excel, tout ce qui est reporting, tableau croisé dynamique, VBA. Sinon, à Bac 5, ce n'est pas la peine d'envoyer le CV. Pour un RH, ça va pas être la même chose. Est-ce que c'est RH recrutement dans une grande structure? Est-ce que c'est RH dans une SS2I où ça va combiner à la fois des compétences de recruteur et commercial? Oui. Laetitia, pardon. Oui, non, je vous en prie. Laetitia qui reprend le titre finalement de notre sujet, qui était l'optimisation des paramètres de recrutement. Oui. Et vous dites, est-ce que l'alternance suffit en soi pour trouver finalement une entreprise, ou est-ce qu'il faut faire preuve d'autres qualités? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Est-ce que simplement le modèle d'alternance... Est-ce qu'il suffit d'avoir fait de l'alternance finalement pour trouver un emploi, ou est-ce qu'en fait les entreprises vont dire d'accord, vous avez fait de l'alternance, mais en même temps, moi je vous demande d'être polyvalent, je vous demande d'être inventif, je vous demande... voilà. Oui, dans certaines filières, effectivement, on demande d'être inventif ou créatif. Tout ce qui est e-business, management des marques, il faut un peu de créativité en plus de compétences techniques. Après, ce n'est pas l'alternance en soi, c'est-à-dire que l'employeur, il regarde derrière. Qu'est-ce que l'étudiant a fait? Ce n'est pas le fait d'avoir fait de l'alternance, c'est le contenu concret des missions qu'il a réalisées. D'où l'importance de construire son parcours, je vais dire principalement depuis la 3e année, 3, 4, 5. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas faire la même chose, Bac 3, Bac 5. Alors,
On est dans l'entreprise, on a évidemment Oui. le support du tuteur d'entreprise, il y a votre Mhm. support. À la fin de son cursus, est-ce que, ou même pendant le cursus, est-ce que vous mettez en place des ateliers finalement de plaçabilité, vous en parliez tout à l'heure, Oui. entretien de plaçabilité, mais est-ce qu'à la fin du cursus, vous faites des analyses finalement de plaçabilité? Comment vont-ils pouvoir s'intégrer dans le monde du travail? Comment les aider à s'intégrer dans le monde du travail pour ceux qui auraient des petites difficultés par rapport aux autres? Alors, on pense à tort ou à raison, en général, qu'on fait ces ateliers avant. L'étudiant qui a joué le jeu et qui est passé par ces modules au niveau de l'alternance, à la sortie, il le maîtrise. C'est-à-dire qu'on a toute la gamme, CV, méthodologie. Alors, c'est pas le tout de faire un beau CV, il faut aussi. C'est décodé aujourd'hui par les job boards, donc il y a certains mots qui passent mieux que d'autres. La méthodologie de recherche, le ciblage de poste, on leur apprend à téléphoner, on fait des simulations d'entretien, une fois, deux fois, trois fois, filmer vidéo et débriefer. Un internaute me fait remarquer que je vous ai interrompu au moment où vous alliez me répondre sur les entreprises qui sont vos partenaires actifs. Voilà, donc si vous pouviez repréciser la typologie d'entreprise, grosse PME, grande entreprise. Il y a deux profils d'entreprise. Les grosses structures, où c'est peut-être un peu plus serein pour l'étudiant de rentrer dans la structure, il sera mieux accompagné et mieux installé sur son poste. Il ne verra pas ce qui vient avant ses missions, ni ce qui vient après, il fera à peu près toujours la même chose. Dans une petite structure, il faut être un peu plus débrouillard, il faut aussi aller être un peu plus proactif, chercher l'information, s'investir davantage. Si ça se passe bien, on peut avoir des responsabilités plus rapidement. Ça dépend aussi des profils des candidats. Après, le conseil, c'est de goûter aux deux et de trouver ses marques. C'est quand même une période de formation, donc l'étudiant est là pour emmagasiner un certain nombre de choses. Il arrive parfois avec une idée un peu préconçue de certains métiers, et finalement, ça ne correspond pas à ses choix. D'où le cursus large jusqu'à la fin de la 4e année. On parlait tout à l'heure des particularités de l'école. Est-ce qu'une des particularités aussi, mais peut-être d'ailleurs aussi comme dans d'autres écoles, c'est aussi que vos enseignants sont des spécialistes, sont peut-être des professionnels, plutôt que des enseignants Bien sûr, classiques, bien sûr. on ne va pas dire universitaires, mais au sens praticien du terme. Bien sûr, dès la première année, majoritairement en première année, sont plus des pédagogues, mais il y a déjà des professionnels. Si on va à l'autre bout, à Bac 5, je prends l'exemple de la filière internationale, on travaille beaucoup avec les conseillers du commerce extérieur, il y a pratiquement autant d'intervenants que d'étudiants sur une promo de 25. Comme il y a des segments de formation très spécifiques, donc c'est des gens qui travaillent, qui sont compétents, qui se déplacent à l'étranger, donc ça nous pose une problématique d'organisation d'emploi du temps derrière. Quelque part, c'est le prix à payer, d'où nos rythmes où les étudiants ont cours tous les vendredis et un samedi sur deux, parce que ces gens-là ne viennent que le samedi. Si vous comme dire, une charge de travail lourde, hein, Très il faut lourde. bien l'envisager. C'est un très conseil, lourd. enfin, vous les conseillez, les étudiants qui viennent vous voir, qui disent bon, moi je vais faire de l'alternance, et puis qui s'imaginent que c'est un moyen de financement. Moi, je vous invite, ou j'invite les internautes, à une séance de recrutement. Moi, je fais moi-même la présentation du système alternance, pas avec un ruban rose. Je prends au contraire le revers de la médaille, tous les cas difficiles. Quelle qualité il faut selon vous pour justement pour bien assimiler ce rythme d'alternance entreprise et études? Quand l'étudiant démarre, déjà, il doit être persévérant. Si je schématise un petit peu, l'étudiant qui valide son BTS MUC, manager d'unité commerciale, il a fait 2 fois 6 semaines de stage, il arrive chez nous en 3e année, il pense trouver un poste de manager. Donc déjà, on doit lui faire comprendre qu'il n'aura pas de poste de manager à Bac 3 avec son BTS MUC. L'étudiant réagit vite ou réagit pas vite. Donc ça dépend du moment où il arrive, ça dépend de l'étudiant. Après, il y a tout l'éventail. Donc il faut être persévérant, il faut être prêt à travailler. Je veux dire, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas le même rythme qu'à la fac. Bien sûr que les autres ont des vacances, il n'y a plus de vacances, c'est 5 jours, voire 6 jours, parce qu'on leur prend grosso modo 16-17 samedis dans l'année. Donc ils ont des semaines avec un seul dimanche. Ce qui est assez conséquent. C'est assez conséquent. Et la veille de partiel, certains nous demandent d'ouvrir l'école le dimanche pour réviser leur partiel en groupe. Petite précision, puisque vous avez parlé du BTS MUC, lorsque vous recrutez un BTS MUC, est-ce qu'il peut faire un cursus, une année de spécialisation et être sur le marché du travail avec un diplôme en 3 ans, ou est-ce qu'il s'embarque? Non, le rythme de 3e année, enfin le contenu de cours de 3e année n'est pas spécialisé. Il est encore plus large que celui du BTS MUC. D'accord. Ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Le besoin des entreprises aujourd'hui, c'est aussi d'avoir des gens un peu polyvalents et transversaux. Alors, au fond, le recrutement le plus important pour le SCG, ce sont les terminales ou c'est le socle de base auquel viennent s'ajouter ensuite Non, c'est 3, 4, parallèles. 5. C'est 3, 4, 5. Et en général, les candidats que vous avez sont plutôt issus du monde universitaire, plutôt de formation type DUT, type BTS?
ou c'est assez mélangé? Non, à Bac 3, c'est, on va dire, majoritairement DUT, BTS. On a des licences, mais c'est majoritairement BTS, DUT. Alors, ce live arrive à sa fin. Ouais. Peut-être un conseil pour des étudiants qui s'apprêteraient à déposer un dossier chez vous, un conseil peut-être pour préparer leur entretien, un conseil pour préparer... Pour venir en réunion chez nous, et passer pour déposer le préparer dossier, leurs entretiens. Voilà, quel conseil vous pouvez leur donner? Arriver déjà avec un CV en faisant apparaître toutes leurs expériences. Ne pas rêver. Si j'ai rien, moi je suis confronté sans arrêt à des entretiens, j'ai rien sur mon CV, je suis en terminale, j'ai 18 ans, j'ai fait du babysitting, j'ai rien à vendre. Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? L'entreprise, elle veut se rassurer aussi, elle veut savoir ce que le candidat apporte. Et le candidat arrive avec une approche, j'ai envie d'apprendre. Et en gros, j'allais dire que ce n'est pas le souci de l'entreprise, ce n'est pas le premier souci. C'est qu'est-ce que l'étudiant va faire tout de suite quand il commence en entreprise. Pas à la fin de son année d'études, ou 2 ans après, ou 3 ans après. Mais justement, au fond, les entreprises comptent sur vous finalement pour faire une présélection. Oui. C'est-à-dire que vous devez avoir compris le besoin de l'entreprise, parce qu'un candidat peut être très à l'aise dans un poste dans une entreprise et peut-être moins à l'aise ailleurs. Vous avez cette fonction, justement, à travers cet entretien, de déterminer plutôt pourquoi sera fait l'étudiant que vous avez en face de vous. Oui, alors cet entretien, ce n'est pas moi qui le fais, ce sont les chargés de placement, effectivement, qui gèrent directement les portefeuilles d'entreprise, qui connaissent les besoins des entreprises, qui connaissent les profils que les entreprises recherchent. Certains sont peut-être plus faits pour être dans une PME, et d'autres peut-être plus à l'aise dans un groupe peut-être plus structuré. Ça, c'est côté entreprise. Côté étudiant, on est aussi confronté à des problématiques. L'étudiant qui a fait 2 années de BTS compta-gestion en alternance, qui a des compétences et une expérience, et qui ne veut plus faire de compta. Il est très opérationnel, très plaçable sur un poste de compta, mais il ne veut plus en faire. Il veut faire de la communication. Avant de passer les entretiens chez vous, oui. Pas de révision, pas de training spécifique, pas de révision. Vient naturel. On vient avec ce qu'on a dans la tête, on fait ce qu'on sait faire. Le test de culture générale est épouvantable, ils peuvent réviser pendant 3 semaines, ils n'auront pas. C'est pas fait pour avoir 20 sur 20. Après, encore une fois, c'est pas une note sélective, c'est la cohérence de l'ensemble par rapport à la filière d'origine. On ne peut pas attendre les mêmes résultats sur des tests de finance compta d'un BTS MUC ou d'un BTS compta gestion. Jean-Philippe Pruch, merci d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres lives sur Studirama TV.